It's never taking no for an answer. And that kind of goes back to something that I learned from a leader when I was working at Tesla. She would never take a no for an answer. Ever. You tell her this is not possible, this project is not possible, this timeline is not adequate. She's gonna do everything to make sure to prove you wrong. She's gonna ask help from everywhere she can just to get the project done at that time frame. When she does it, she proved her point. So what happens next? You trust her. You have an intuition to say, if anyone can do it, this manager can. And that's the same kind of intuition you have to do when you have real estate, is a lot of times, tes employés vont dire, ah ben, pour refaire le sous-sol, c'est à peu près 6 mois. Tu dis, ok, pas de problème. Si je le fais dans moins de temps, on fait un bet, and you show him that you're able to do it. You hire everyone separately. You hire a guy just for wall. You hire a guy for wood, and you're there as a project manager on site. And then you prove your staff wrong, and then what happens? They'll never question you again. Bienvenue au podcast Vision Dev, où les entrepreneurs, les innovateurs et les créateurs viennent partager avec nous non seulement leurs histoires, mais aussi leur mindset, leur stratégie et les outils qui ont contribué à leur grande réalisation. Bonjour à tous, je m'appelle Léo Brunet, je suis copropriétaire de Vision Dev, notre entreprise d'investissement immobilier. Et sur le chemin de bâtir notre portefeuille de rêve, j'interviewe des gens à succès, des gens qui ont des parcours atypiques pour mieux connaître leur histoire, mais surtout pour apprendre de leurs leçons et pour trouver les astuces qui pourraient nous aider à mieux gérer notre entreprise. Aujourd'hui, celui que j'interviewe, c'est un ex-militaire, un ancien de l'infanterie des forces canadiennes. C'est un ex-gestionnaire de la logistique chez Tesla. Il était en contact direct, régulier avec Elon Musk. Il a été marchand de gaz naturel en Afrique pendant quelques années pour finir investisseur immobilier, propriétaire d'un large parc multifamilial dans 3 provinces au Canada ainsi qu'à New York. Aujourd'hui, j'interviewe Preenon Kandaker. C'est un entrepreneur absolument hors du commun. C'est un dealmaker hors pair. C'est un gars tout à fait brillant, mais surtout, c'est quelqu'un qui n'aime pas nécessairement la publicité. Puis on le remercie aujourd'hui pour accepter de venir s'asseoir, nous raconter son histoire et nous partager des leçons de son parcours qui est complètement hors du commun. Donc, sans plus tarder, je vous invite à cet épisode extraordinaire que vous ne voudrez définitivement pas rater. Preenon, merci d'être là aujourd'hui. Je suis vraiment content qu'on ait cette conversation-là devant les micros et les caméras, parce que je pense que ça va intriguer beaucoup de monde. Ça fait pas super longtemps qu'on se connaît, mais on a eu déjà quelques touchpoints, puis tu me fascines. Ton parcours est complètement éclaté. Tu as passé par 4 chemins. Tu as dû apprendre énormément de choses par toutes ces expériences-là. Puis c'est toutes des expériences incroyables, assez extrêmes, des expériences que pas la plupart des gens ont vécues, que ce soit en business ou dans le militaire. Puis on pourrait essayer de faire un petit touch, de toucher un peu sur chacune de ces expériences-là, puis voir qu'est-ce que ça t'a appris, puis s'il n'y a pas des leçons que tu peux partager pour le bénéfice de l'audience. J'avertis tout le monde, ça va être une conversation en franglais, impossible, même quand on se parle, c'est comme ça tout le temps. On essaiera de suivre, mais écoute, on va faire de notre mieux par rapport à ça. Et puis voilà. Donc, bienvenue. Merci. C'est un plaisir. Honnêtement, c'est un honneur d'être sur le podcast. J'ai déjà vu beaucoup de tes émissions et je trouve que les gens qui sont déjà passés avant moi, je suis comme « wow », l'expectation est déjà... On a des super invités qui passent par le podcast, puis tu en fais partie. Donc, ça va être une bonne conversation. Il y a un mot qui me trotte beaucoup en tête de ce temps-ci. J'y pense beaucoup dans l'éducation que je fais pour mon petit garçon. Je pense que c'est une force, c'est quelque chose qu'on ne valorise pas assez, et c'est la désobéissance. Puis quand je pense à Preenon, puis tous les bons coups qu'il a eu dans sa vie, puis il y a tout le temps un petit côté de désobéissance par rapport à ça. Est-ce que tu en es conscient? Est-ce que c'est quelque chose dont tu es fier? Est-ce que c'est quelque chose même que tu consciemment gardes en tête en disant c'est une attitude à garder dans la vie, la désobéissance? Moi, je trouve que c'est quelque chose que j'essaie de pas faire, mais ça vient naturellement des fois. Comme des fois, il y a des choses... Exemple, pour être à l'heure. J'essaie d'être à l'heure, mais avec la personnalité que j'ai, j'essaie de toujours faire des choses dernière minute et le faire en perfection. Donc... Mais c'est plus dans le sens de la désobéissance en tant qu'une attitude que tu maintiendrais un peu en constance, c'est une façon de penser en dehors de la boîte. C'est de trouver des solutions créatives. C'est de ne pas suivre
la convention, mais trouver une autre façon améliorée de le faire ou qui te ressemble un peu plus ou qui te va mieux. Puis je sens que là-dessus, tu as vraiment une force. Ou est-ce que si les règles font du sens, je vais les prendre, mais s'il y a une meilleure façon de le faire, qui est plus efficace, qui va être plus win-win, tu es toujours ouvert à l'explorer. Puis c'est super productif au final. Puis ça va plaire à tout le monde. Est-ce que c'est une attitude que tu as toujours eue? Depuis que je suis jeune, oui. Donc, n'importe quand quelqu'un me dit de faire quelque chose, j'essaie de trouver la solution le plus rapide de le faire et aussi le plus efficace. Je me rappelle, quand j'étais jeune, un enseignant à l'école primaire m'a dit n'importe quelle tâche qu'on a à l'école, si vous voulez faire ça plus vite et plus rapidement, donnez cette tâche à l'étudiant le plus paresseux, mais qui a quand même l'intelligence. Et dans une entreprise, c'est vrai. C'est quelque chose qu'on pourrait utiliser. Tu donnes la tâche le plus difficile à quelqu'un le plus paresseux, mais qui est quand même OCD avec la qualité de son travail. Et là, tu vas avoir la meilleure façon de le faire et avec le moins coût possible. Parce que le temps, c'est l'argent. J'aime ça. Donc, ça mène plus au concept de la paresse. Puis j'ai déjà entendu parler de quelqu'un qui avait eu beaucoup de succès dans les placements. Puis alors, il demandant pourquoi tu as eu autant de succès dans ta vie. Il répond parce que je suis paresseux. Parce que je voulais toujours trouver la façon la plus simple de faire les choses, la plus simple de m'enrichir ou de gagner ma vie. Puis c'est ça la motivation d'une certaine façon qui m'a amené à développer les skills que j'ai développés. Absolument. La paresse. Puis je comprends un peu l'idée derrière ça. Ouais, c'est intéressant. On parlait tantôt de selling yourself, puis la confiance. Puis c'est un principe pour toi qui est important, puis qui est derrière beaucoup de choses que tu fais. Puis ça remonte à loin, tu sais, ça remonte même à un plus jeune âge pour toi. Veux-tu élaborer sur le concept de selling yourself? Oui, absolument. So, quand ça vient à selling yourself, ça, c'est beaucoup des mentors que j'ai eus dans ma vie. Un des mentors que j'ai fait de vraiment parler de lui, c'est Theodore Papadopoulos. C'est quelqu'un, je pense qu'on s'est déjà parlé. C'était un propriétaire de Zone Mobile. C'était une franchise de Fido dans le temps. Puis je travaillais pour ce monsieur-là quand j'étais à l'université, comme un job temps partiel. Puis c'est quelqu'un qui m'a quand même shapé. He told me, life is all about la façon que tu te comportes. C'est ton attitude. Il dit, regarde New York Stock Exchange. Il y a des gens qui font des choses pas correctes, mais la façon qu'ils expliquent qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est ça qui le rend très, très puissant. Et personne ne le dérange après parce qu'il explique pourquoi il a fait ces choses-là. Puis il essaie de le corriger aussi. S'il y a une erreur, ils sont capables de les corriger. Après, j'ai réalisé que confidence is all about being able to accept positives, negatives, being humble about, feedback, puis être capable de dire, OK, je vais corriger ces erreurs que vous m'avez mentionnées. Et ça m'aide en ce moment dans n'importe quel business que je touche. Parce que si quelqu'un rapporte quelque chose de négatif, je suis capable de comprendre la raison pourquoi il parle de quelque chose de négatif. Par exemple, on a des locataires, on est pas mal dans la même business. Les locataires, ils apportent des problèmes qu'ils ont eu début d'année, quand c'est la fin d'année, pour t'expliquer que ils sont pas contents. Il s'en va chercher des choses qui s'est passées dans le passé qui étaient déjà réglées, on s'entend. Mais ils vont quand même en parler pour dire que mon sujet actuel est important. Je veux que tu donnes importance à moi. Donc, pour éviter que les gens font ça dans une conversation, c'est toujours de donner l'importance dès le début. Comme ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher des histoires dans le passé pour te faire comprendre que c'est quelque chose qui est répétitif. Similaire en relation. Donc, exemple, si tu as un partenaire et tu ne le prends pas sérieux, ben, elle va parler des choses qui s'est passées dans le passé où tu ne l'as pas pris sérieux et pour faire comprendre son commentaire actuel. Donc, moi, qu'est-ce que je fais dès le départ? Je donne l'importance à n'importe qui je parle. Soit c'est quelqu'un important ou c'est quelqu'un qui
qui est un locataire ou quelqu'un qui est partenaire, n'importe qui. Donc, l'importance dans une relation humaine, c'est essentiel pour avoir la confiance. Parce qu'avec ça, tu as la confiance de voir cette personne, il te prend pour sérieux, il te donne le respect et l'amour. Et ça, c'est naturellement, ça génère la confiance. Donc, quand tu parles de confiance, c'est la confiance des autres envers toi. Absolument. Des fois, tu peux perdre la confiance. À partir de ma vie, j'ai commencé des entreprises, puis j'ai eu beaucoup de leçons. J'avais un magasin d'optique, par exemple. J'ai commencé ça, je dirais, il y a 10 ans. Je l'ai commencé avec un partenaire. On ne voyait pas les choses de la même façon. Mais j'étais assez mature pour dire que, OK, ça ne marche pas, on a besoin de trouver une solution. La solution, c'est soit toi, tu vends tes parts ou moi, je vends mes parts. Mais à cause qu'il était un professionnel dans l'optique, moi, j'ai décidé d'être la personne mature pour dire, OK, 100%, je vends mes parts, puis je te souhaite, la bonne continuance. En même temps, on est restés des bonnes amis. Parce que c'est très, très important de jamais brûler des ponts. Les ponts. Parce qu'en brûlant les ponts, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu te crées quelqu'un qui a une mauvaise histoire avec toi, mais qui a fini mauvais aussi. Au moins, la mauvaise histoire a fini bien parce que j'étais capable de le rémunérer, qu'est-ce qu'il voulait. En même temps, j'ai pris une perte personnellement, mais c'était correct. Et la même chose qui s'est passée avec d'autres business que j'ai faites pour m'apprendre quand j'étais jeune, que la relation, c'est ça qui génère la confiance. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai horreur de brûler des ponts aussi. Puis même que je vais revenir dans le temps pour essayer de régler des choses parce que j'ai l'impression que c'est un genre de passif qui reste en toi pour toujours. Des ponts brûlés, des relations qui sont brisées. Puis ça va forever affecter même ta perception de toi-même. J'aime ça avoir des fins qui sont clean, qui sont sur des bonnes bases. Je pense que ça shape mon futur aussi. Est-ce que ce serait un bon moment pour parler de ton concept de comment tu écrivais ça? Donc, who, what, when, and how. Yeah, absolutely. So, when it comes to who, what, when, and how, it started with schooling. So first, I'll go back. So, quand j'ai commencé ma carrière, je vais commencer avec ma première carrière. C'était dans l'armée. J'ai commencé l'armée quand j'avais 16 ans, dans l'infanterie. C'est à 16 ans que ça commence. Tu peux rentrer à 16 ans, mais ça prend une permission spéciale par tes parents pour dire qu'ils sont bel et bien d'accord pour que tu sois là. Puis avant ça, c'est les cadets? Ou oui, c'est ça. C'est les cadets que j'ai fait aussi pendant, je dirais, un bon 4 ans de ma vie. Mais à 16 ans, c'est avec les cadets que tu as commencé? Non, c'est l'armée. C'est vraiment l'armée. Oui, l'armée, la réserve. OK. Tu commences avec la réserve. Et là, une fois que tu es avec la réserve, tu es capable de choisir est-ce que ça tente de changer de métier pour être soit dans l'armée, la force aérienne, le Navy. Tu choisis qu'est-ce que tu veux faire. Moi, j'ai resté dans l'infanterie. J'ai fait ça à peu près 8 ans de ma vie. Et j'ai appris beaucoup de choses. Pourquoi tu as choisi l'infanterie? Je pense qu'il y avait beaucoup d'influence des amis qui étaient de mon secondaire, qui a aussi pris ce chemin-là. Puis ils ont pris l'infanterie parce qu'on s'entend, quand on est jeune, on veut être le baddest people in the forces. Who are the baddest? Scary. The guys that, hit the grounds running, the boots on the ground. And the guys who, you see on movies that are just jumping out of airplanes, breaking down doors. And that's what you envision quand tu es dans l'armée. Puis à ce moment-là, tu vivais à Montréal ou en ce moment, je vis à Montréal, principalement. Mais quand tu as joint l'armée? Quand j'étais dans l'armée, j'ai commencé à Montréal. Après, j'ai fait j'avais des tâches pas mal partout au Québec. Puis avec l'armée, tu es capable de bouger avec eux, puis ils donnent une place pour aller vivre, etc. OK. Donc, tu as choisi l'infanterie. Oui, exactement.
Donc, c'est des expériences que j'ai eues là-bas. Je pourrais dire que I discovered myself. What does that mean? Discovering yourself is when you're in a situation comme dans l'armée, il n'y a personne, tes parents ne sont pas là. Tes amis ne sont pas vraiment là parce qu'on s'entend, on est tous dans des équipes différentes. You have to build relationships. Tu es obligé de faire confiance à des gens que ça fait peut-être 3 mois que tu l'as connu. Puis on parle des confiances qu'il va protéger quand tu vas faire tes exercices. Ça veut dire quand tu vas nager dans la nuit avec ton sac à dos qui est genre peut-être 65 livres, 100 livres, tu veux qu'il soit là comme ton confrère qui va te dire « OK, je vais t'aider avec ça ». Ou si tu es mal pris ou tu as fait mal en marchant, il va prendre tes équipements, lui va prendre ton arme et ton sac à dos, puis tu vas être capable d'être supporté par lui ou elle. Ça, c'est quelque chose qui a ouvert mes yeux, tu sais, qui m'a donné beaucoup de confiance aussi, de dire, OK, la relation, ça se pourrait se faire dans 3 mois. Pas besoin de connaître quelqu'un 10 ans. Puis c'est quelque chose que j'utilise même aujourd'hui où je suis capable. Qu'est-ce que concrètement tu as appris par rapport à bâtir des relations dans ce contexte-là? In the Army, I would say, c'est quelque chose qui me donne... non, in the Army, I would say, it helps you expedite your relationship. Ça veut dire, aujourd'hui, si j'ai besoin de parler à quelqu'un, je suis capable de garder la conversation très focus sur qu'est-ce que je veux, ça soit fait. Et après, focuser sur qu'est-ce que la personne a besoin de moi. Un peu dans l'armée. Mission focused. After that, you make sure everyone's happy. Morale is up. And then focus on essentials. Food, shelter, protection, water. So, semblable aujourd'hui, disons que tu ouvres une entreprise, capital, labor force, mission-oriented, and timeline. Donc, la leçon ici, c'est plus l'objectif et les rôles dans la relation sont clairs, plus c'est facile de faire confiance. Exactement. Parce que si on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, la personne dans ton équipe ne peut pas dire « OK, guys, we got 10 more miles to do. We're at 8 miles. We're almost there. » Tu as besoin que les missions soient claires, soient dénotées, tout le monde soit on board. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec la mission de l'entreprise or mission of the team in the Army, it could be a critical failure because pas tout le monde va donner leur 100%. And that's something I learned in the Army is that not everyone is on board will, result in failures, which would be either by timing or actual, mission critical aspects like things that we have to do. If someone doesn't like doing field exercises, it's going to affect the team. And in the Army, we always say, you're strong as your weakest link. That means in your team, if you're a platoon of 20 people, a section of 20 people, and in your 20 people, 3 people are very weak and they don't like certain aspects, cette équipe va avoir beaucoup de difficultés. Donc, tu as besoin d'associer les gens qui ont des like mindset, les gens qui sont très bons en administration, mais moins bons en physique. Tu les groupes dans une classe à part, puis fais des choses qui sont bonnes, comme les tâches d'administration. D'autres leçons que tu as tirées de l'armée? I was a lot more timelier when I was in the Army. Mais je me disais, pour un gars qui aime pas se faire dire quoi faire, qui aime ça, définir ses tâches lui-même, avoir passé 8 ans dans l'armée. It took me 8 years, but the last 3 years, I realized it wasn't for me. So that's when I started downsizing mes rôles. J'ai écrit une lettre au commandant expliquant que je veux faire un arrêt sur la carrière militaire et je vais continuer dans une carrière civile. Et il était d'accord parce qu'il voyait que je suis quand même quelqu'un qui veut réussir dans l'affaire. Puis je suis capable de parler, convaincre des gens, etc. Puis dans l'armée, on s'entend,
c'est très black and white. Ouais. C'est très black and white. Puis vu qu'il y avait beaucoup de constraintes pour moi, pour bloom et aller à mon potentiel maximal. Donc, il était d'accord. C'est très top-down, l'armée, donc tu peux pas tant amener de l'information d'en bas vers le haut pour influencer les décisions. Non, absolument pas. C'est pas... L'armée, c'est une place où j'ai réalisé... J'ai appris beaucoup de choses comme des choses comme etiquette. Quand tu vas dans un bal, comment manger, comment parler, quand parler, à quel moment tu es capable de donner ton opinion. C'est des étiquettes que j'utilise même aujourd'hui. Parce qu'on s'entend que quand tu fais affaire avec des gens un petit peu plus âgés, leur vie est différente que la nôtre. Ils ont vécu une autre époque que nous. Donc, l'armée, ça m'a donné beaucoup de... Donc, le respect pour des personnes de notre génération, puis leurs opinions. Exact. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais avec des choses que j'ai appris, comme exemple, l'écoute. Dans l'armée, c'est très, très important, l'écoute. Ça m'a appris d'écouter. Ça m'a appris prendre des informations qui est valable pour moi. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très important, que je remercie l'armée pour me donner. Et c'est quelque chose que même aujourd'hui, j'encourage du monde qui veut faire peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans dans l'armée, juste pour l'essayer. Ça donne beaucoup de discipline. Et ça donne beaucoup de focus sur comment le monde de l'armée fonctionne. On s'entend, l'armée, c'est une entreprise. C'est exactement une entreprise, comme une entreprise normale. La plus ancienne entreprise. Exactement, absolument. Puis moi, je trouve que c'est une bonne façon de voir comment cette entreprise fonctionne. On s'entend, l'armée, il n'y a pas vraiment du profit et tout ça, mais pour voir comment gérer les équipes. Tu peux faire des erreurs dans l'armée, donc c'est correct pour toi d'apprendre dans une entreprise comme ça, où ton action ne va pas vraiment nécessairement avoir un effet financier ou monétaire. Donc, c'est je dirais une bonne école pour des jeunes. Oui, j'en doute pas. Ça m'a toujours fasciné, l'armée. J'ai toujours été un peu attiré par ça, même si j'aime faire mes propres choses aussi. J'ai toujours eu une fibre entrepreneuriale, mais somehow, l'armée m'a toujours quand même attiré parce que j'étais curieux de voir comment c'était structuré. J'ai l'impression que c'est la plus vieille entreprise qu'il n'y a pas. Il doit avoir eu beaucoup d'expériences accumulées dans des situations extrêmement difficiles où est-ce que la vie des gens peut être en danger. Ça, c'est des situations qui amènent beaucoup d'expérience dans une organisation. Puis l'armée, c'est bien une place où il y en a de l'expérience comme ça. Puis j'aurais été curieux de voir des bons leaders, comment est-ce qu'ils fonctionnent, puis comment est-ce qu'ils parlent, comment est-ce qu'ils communiquent. Y a-t-il des leçons de leadership que tu as ressorties de l'armée? J'ai pris beaucoup de cours de leadership dans l'armée. Une chose que j'ai réalisée, c'était très sec dans l'armée. Ça veut dire les leaders... Straight to the point. Straight to the point. They don't want to fraternize with a rank below them. C'était un peu la culture dans l'armée. Donc, ça veut dire, if you want to keep your distance, then there's going to be an importance when you talk. So, limiting communication. Ça veut dire, quand le commandant parle, ben, tu écoutes because he doesn't talk to you on a day-to-day, right? So, that's another... Est-ce que c'est des choses qui se transposent bien du monde militaire au monde civil, ça, ou ça s'adapte pas bien au monde civil? Ça dépend vraiment du domaine. Ça dépend du domaine. Comme, disons, dans le domaine d'immeubles, oui, ça se transmet bien avec les locataires. Comme moi, qu'est-ce que je fais, c'est que j'ai des équipes qui gèrent le day-to-day. Et si ça va vraiment mal, je m'implique. Mais quand je parle, les locataires écoutent. Parce qu'ils ne me parlent pas chaque jour. C'est la première fois ou la deuxième fois dans leurs 3 ans de résidence dans l'immeuble, ils vont être capables de dire oh, « oui, je parle au propriétaire ». Donc, l'importance... La hiérarchie, ouais. Ça a un rôle important quand même. Oui, absolument. Et tu es capable de même acheter du temps, étant propriétaire, puis quand tu t'impliques, comme exemple, quelque chose qui n'est pas fait pendant 3 mois, là, ils sont un peu escalate parce qu'ils pensent que c'est quelque chose qui devrait être déjà fait.
comme propriétaire, tu les appelles, il prend ça très bien car il pense que, là, le propriétaire va s'impliquer. Je vais donner lui une chance ou elle une chance, puis peut-être je vais te donner un autre mois avant que je donne mes feedbacks. Donc, oui, ça se transmet bien. Mais dans une équipe, disons tu as une entreprise de marketing, non, ça ne fonctionnera pas parce que tu veux... Parce que tu veux maximiser la créativité. Exactement. Tu veux pas que les gens aient peur de toi. C'est vrai que dans l'armée, la créativité, c'est peut-être pas la principale, le principal skill que tu veux mettre de l'avant. Puis, qu'est-ce que tu aimais de l'armée? Qu'est-ce qui t'a fait rester là pendant 8 ans? Honnêtement, c'était facile pour moi. Tu peux me donner la tâche le plus difficile, je vais me trouver une façon de faire comme... Il y en a plein qui vont dire, mais l'armée, tu dois faire certaines choses, mais tu dois comprendre, c'est comme un jeu. Tu dois comprendre, si tu es impliqué dans l'armée et tu veux une vie raisonnable, tu as besoin de voir c'est quoi tes fortés. Like what is your forces? I was good at talking, presenting, teaching. I would do a lot of administrative tasks, a lot of planning. And to be honest with you, ça, c'est quelque chose que j'aimais faire. Puis n'importe quand il y avait un projet spécial, j'étais toujours la personne à dire, OK, je veux faire celle-là. Puis, donc, tu aimais le défi. Oui, exactement. C'était des défis qui te rejoignaient bien. Exactement. Et après, j'ai quitté. T'as-tu été déployé? T'as-tu voyagé pas mal? Non, j'ai pas fait des guerres ou des choses comme ça. Mais on a fait des... Le Canada est rarement au front. Ouais, exactement. De toute façon. Exactement. Mais disons, des petites missions ici et là pour aider du monde. S'il y a jamais une inondation ou, disons, il y avait du verglas. Je pense qu'il y avait 2 ou 3 petites missions que l'armée était déployée pour aider des gens dans la province pour... Puis, tu sais, quand tu rentres dans l'armée, tu parlais de ta vision d'être un militaire. Quand tu étais jeune, c'était sauter en bas d'un hélicoptère, puis tout ça. Mais là, de ne pas être déployé sur des grosses missions à l'international et tout, est-ce que c'est une déception quand tu es un militaire de carrière ou où tu remplis ton duty, puis c'est ça ton rôle? Ben, ça dépend vraiment de personne à personne. Moi, personnellement, je ne me voyais pas être là pour la vie. Je voulais rester premièrement pendant peut-être 3-4 ans. Après ça, j'ai commencé à l'aimer un peu. Puis après ça, c'était juste, OK, j'ai réalisé qu'effectivement, c'est pas vraiment qu'est-ce que je veux faire pour le restant de ma vie. Et j'ai réalisé que c'est le temps de partir. Je trouve que les gens qui sont là temps plein puis ils veulent vraiment faire une carrière, oui, absolument, l'émission, c'est ça qu'ils veulent faire. C'est ça la raison. C'est leur rêve. Donc, effectivement. Puis qu'est-ce qui a suivi l'armée? Donc, tu as choisi de partir une carrière civile, comme tu disais. Exactement. Là, tu es allé à l'école après l'armée, c'est ça? Exactement. Tu as étudié en business. Exact. John Molson. Exact. Go John Molson. Exact. Donc, après l'armée, c'était dur de reprendre l'école et tout ça parce que on s'entend que là, il n'y a plus vraiment d'activité physique et tu es habitué avec les activités plein air qu'on fait dans l'armée. Là, tu es dans un bureau, dans une école pendant 8 heures de ta journée en train d'apprendre et comprendre des nouveaux sujets qui peut-être des fois t'as un peu mal à comprendre parce que dans l'armée, il n'y a pas vraiment une perte et il n'y a pas un gain. So, loss and profit, it was something that was, still new in terms of how it works and things like that. So, the schooling did help. Comme John Molson, quand j'ai rentré, j'ai pris un semestre pour avoir des cours en économie, pour reprendre le flow de l'école et comprendre la business, comment ça fonctionne, genre micro and macroeconomics. Donc ça m'a vraiment aidé à vraiment bien me lancer dans l'école de gestion de John Molson. C'est quoi la majeure que tu as pris?
J'ai fait un major en comptabilité et j'ai fait ça pendant 4 ans. J'ai pris un peu plus de temps que d'habitude. Après ça, je voulais voir si je veux aller suivre les cours de CPA et tout ça. Malheureusement, après, j'ai fini mes cours de taxes, donc tax forensic accounting et taxe 1, taxe 2. Je voyais que c'était pas vraiment quelque chose que ça m'intéresse pour faire comme Une carrière de carrière. ça, Ouais. ouais. Mais c'est du vraiment bon... c'est des Mhm. vraiment bonnes connaissances à avoir en business. Absolument. OK. Puis tu voulais à l'endroit aussi après? Attends, j'ai pas compris la dernière chose. Après l'université Ouais. en business, tu voulais faire le droit? Oui, exactement. Donc, je dirais, ça m'a pris 1 an pour réaliser que les universités au Québec, au Montréal, ou international, n'importe où, c'est pas vraiment, il n'y a pas de garantie que tu vas faire tes cours, tu vas avoir un bon GPA, là, tu vas avoir une bonne job et rien n'est garanti dans la vie. C'est ça que j'ai réalisé. Mhm. Pour être quelqu'un qui est vraiment bon en affaires, tu as besoin d'être quelqu'un qui veut réussir, mais dans n'importe quel domaine. Tu peux pas dire non, mais moi j'ai étudié la comptabilité, je veux juste me focuser sur la Donc, il faut être comptabilité. plus un généraliste. Absolument. University, c'est comme un permis de conduire. Quelle voiture tu vas conduire après, ça dépend de toi. Mhm. Une fois que tu as passé ton permis de conduire, il n'y a aucune garantie que tu vas conduire un VUS, une voiture de sport, un minivan, un Jeep. C'est vraiment à toi, ta personnalité. J'ai réalisé ça dès que j'ai fini à John Molson. Et j'ai réalisé que les carrières, euh, même un salaire, ça se transmet pas d'être super successful, Mhm. right? So what I realized as soon as I graduated that the degree has nothing to do with your success, your personal attributes. Fait que jusqu'ici, t'avais-tu eu des expériences entrepreneuriales? I had small businesses like Okay. I opened a company and I would do like snow removal and things like that. Before yeah. Army? No, right after I left Right the army. after. Yeah, yeah. So a few of my friends, we opened a small company and they would do snow removal. Then I kind of realized customer service and how important it is, timely. And that you were good at it. Yeah, exactly. And then I also realized I didn't want to do anything physical. That's the other part. I thought like if you're gonna go physical, then everything's dependent on labor. Mhm. If someone gets hurt, then it's hard to find people that'll do physical labor. So then I wasn't interested in doing that type of work. After that, I went and I started studying aviation. So in the same time, I started like taking my pilot courses and things like that. That's after university? That's after university. That's correct. Okay. So I realized like, maybe I want to throw myself in aviation. So I started my classes at Cargare, and honestly, it was a really good experience. Thank God I did it. I honestly suggest anyone who has the means and the dream of flying, go get your pilot's license. So you have your private license? Correct. You didn't go commercial? No. But your goal was to become No, a not commercial pilot? necessarily. Not necessarily. What I did is I wanted to just test it out because I realized that aviation always interested me and I wanted to understand how the business worked. So by having your license, you kind of understand fuel costs, maintenance of the aircraft, why an airline doesn't offer certain things. As soon as you're in aviation, you kind of like answer those questions. Nice. Yeah, my dad's a former commercial pilot. Nice. And so I've heard a lot about it. It's pretty cool stuff to learn. I hope to do it too. Yeah, I mean, honestly, you could do it in 6 months. 6 months. I mean, right now, I think the standard is 55 hours of flying solo, and then you do your Canada exam with a Transport Canada instructor, and then that's it. And then you I think it's 150 multiple choice questions, and I think the passing grade is like 85, or they increased it maybe to like 90. Who knows?
So you were at this point searching for Yeah, a I path. was You were lost. trying a whole bunch of things. Yeah. Lost, maybe, but exploring, Mm-hmm. right? Trying things out. Um, you picked law school also. Yep. This one you also you didn't follow through on that. No, I didn't. I ended up, so I started law school. I started taking courses because in law school, you have to start from the basics, right? So you can't just take what you think you need. You would have to start taking the smaller classes. And that's what kind of like turned me off, is reminding myself the basics, right? I remember one of the classes, I was late, right? And one of the teachers at McGill was saying, you know, like I came into class, he goes, stop, who, what, when, and how, like, why, like explain yourself. So my name is Prenon. Sorry I'm late. You know, I want to study law. And then he goes, why? So he goes, I find law interesting. He goes, not good enough. You're late, can't come back to class. So, you know, that day it was done, right? So you messed up at the why question. correct. Why were you in law school? I honestly didn't have an answer other than my pleasure of learning. And for that professor, that wasn't good enough. Because in terms of law, it has to be something that you have to be devoted for. It can't be just the pleasure of learning. It has to be a vocation. Correct. So after class, I waited. He came out, and I asked the professor, sir, I apologize. You know, what I've done. He said, you don't have a reason. T'as aucune raison que tu m'as donné qui est valable pour être ici. Tu sais à quelle heure la cour commence? Peut-être 8 heures. Il dit non, it's 8:45. No, I said it's at 8 o'clock. He goes, no, it's actually at 8:45. So in your head, you're already late an hour. It's a 2-hour class. So what's the point? I said, well, you always start with the basics. I wanted to come and focus on the bread and butter. Similar to what you're saying, I always like to do things my way. So what did that string of questions, like, how did that affect your life from that point on? Because you did put that in your notes as one of your principal. Can you expand on this, on why these questions are so important? Well, what, when, where, and why? Those questions from that day really changed how I look at things. So I realized he's absolutely right. If I don't have a why, I'm wasting money. You know, McGill or Concordia, they're not cheap schools, right? You're spending money. This money you could put into anything, from a business to another form of education. And the professor said something to me that kind of like resonated with me, which was, learn the rules like a pro, bend them like an artist. And then I realized that you don't really need schooling if you don't want to focus primarily on a career, right? And I wasn't looking for a career. I was just looking for general knowledge. Pour être capable, you know, to be presentable, or in case I do have any issues in the future, and understand the complexity of the legalities that I'm involved in, right? And that kind of really resonated. And from that day, I really asked myself, anything that I involve myself in, what, when, who, and how, and why. And why? That's sometimes the toughest one to answer. Okay. Yeah. And you figured out law school wasn't for you. You went to aviation school, didn't make a career out of it. At this point, were you starting to see yourself as an entrepreneur and that would be your path, or not yet? You were still looking for jobs? When I would say a year after, I started being more and more interested in real estate. So at that time, I started looking in terms of how real estate works. So I had a lot of friends that were getting their licenses to become realtors. That part, I just don't know why, but I never really wanted to become a real estate agent. I wanted to be someone that invests in real estate and buys and holds and kind of deals with the portfolios. And I joined Midtown at that time. I was very young. The gym. Yeah, the gym, Midtown. And over there, I met a lot of great connections. One of the connections I made there was Peter Tash. He's a
real estate, I would say, mogul in Montreal. I mean, he has a lot of diverse portfolios and things like that. And he told me, he goes, you could be in any business. End of the day, the most secure one where, you can always have a cushion or a form of savings is real estate. And Peter told me this in 2010, 2011, 2012. Sorry, no, 2000. Yeah, around 2012, Peter told me this. And I would say 2013, 14, I started looking to buy something, like where can I buy something? How can I buy something? How fast can I buy something? And one of the things Peter told me, he goes, it's not always about the capital. Ça par rapport. C'est vraiment comment tu es capable de convaincre le vendeur de prendre une risque sur toi. So basically, you find a property. What makes sense is location. So Peter's rules were location. Are you personally attracted to the building? Toi, personnellement, tu habiterais-tu dans cette bloc-là? Si la réponse est non, je te dis pas. Because one of the things he said to me, he goes, if things go really bad, and out of all the buildings, you have to keep one, and it's the one that you never wanted to live at, you're going to be miserable. So to rectify the situation, never have a building in your portfolio that you personally are not attracted or wouldn't see yourself living there with your family or by yourself. You don't have to necessarily say, hey, like I wouldn't live there because I have a family. You have to take decisions. If I was single, would I live there? The answer is yes. Then buy it. Because you'll have that. Well, that's great. That means like if we had to go back, s'il fallait retourner vivre dans nos blocs, on serait voisins. Exactly. Exactement. Et l'emplacement est idéal. Parce que moi et toi, on pourrait prendre 2 bicyclettes, puis ils sont tellement bien placés, on peut aller n'importe où. That's good advice. Yeah. That was back in 2010. So you've known Peter for that long. Yeah, I've known him for that long, and he's honestly just a really good mentor as well. Speaking of mentors, in terms of confidence, one of the mentors I have to give credit to for confidence is Ted from Fido. He taught me how to talk to people. He goes, when you're talking to people, ils vont jamais souvenir de qu'est-ce que tu portais ou qu'est-ce que tu as ou tes choses personnelles. They don't really remember. But one thing they'll remember for the rest of their life is how you make them feel. Whether it be a male, a female, a child, an elderly person, the respect, the love, the admiration you give to someone can change how they feel about you, even if the world says, you're not the person that they should see you as. So Ted goes in life. I mean, look at Donald Trump, right? He's the current president of the United States. I mean, he's made mistakes. We all know, right? We all have a television. But what does Donald Trump is really good at is he makes people feel good when he talks to you. Il est capable de te faire sentir que tu es important. Puis il va faire des choses pour t'aider. Puis qu'est-ce que tu dis, il y a de la valeur, right? So that's what he's making him so. I feel you could have picked a better example. Because the inverse could be true with Trump, but I get what you're saying. Communication. I get what you're saying, and it's not about lying or trying to make people feel something that you don't really believe. No. But it's about expressing it better, Exactly. expressing it more, caring about the people, knowing how you feel about them. And the moment you keep that on your mind, you'll be a bit more expressive towards the people. Exactly. And au même temps, it kind of gives you leverage because you actually understand them. So I think half the battle in life is just understanding people. I'm not a big fan in terms of, listening to people ramble. Sometimes I ramble myself. My wife tells me, she's like, oh, sometimes you ramble. But c'est quelque chose que moi, j'ai réalisé que quand tu as des conversations avec des gens, tu as besoin de toujours guider la conversation. Comme exemple, toi, tu vas dans un événement de networking, OK? Il y a à peu près 100 personnes, right?
Donc, comment est-ce que tu le sais, c'est qui les gens dans cette networking event qui pourraient te faire disons, qui peut complémenter la relation, la raison pourquoi tu es là. Donc, dans cette situation-là, tu dois quand même étudier les gens qui vont être là, puis faire une liste des gens que tu veux voir. Exemple, you show up at a networking event, you have 4 or 5 guys from real estate, right, that are critical to, for you, for the reason for you to be there. Now, you got to find yourself the map, like, how do I get that person's interest? Who do they know that I know? Mm-hmm. What are they wearing? Can I compliment them on what they're wearing? Can I just start up a conversation? Are they at the buffet? Maybe we can, meet at the buffet, or are they at the bar? Are they, going for a drink? You just have to know the timing, that perfect timing to open the conversation. Similar to when, we were young and we were meeting people at the clubs and bars. It's all about timing. And what you say to spark their interest. Personne ne va jamais refuser un compliment. Mais le compliment devrait être approprié. Mm-hmm. Et n'importe quoi que tu dis, tu as besoin quand même avoir un petit peu de connaissance. Example, you talk about real estate. You need to understand the day-to-day of real estate. Like someone who owns a real estate building, if you're speaking to another owner, maybe your problems are very much similar. Tenants complaining, leaks, mice, sometimes, any kind of small issues. And then you can talk about it and they'll be like, oh, you understand me, because you have something in common, right? That's another thing that I learned in the Army, is that if you have common pain, then you'll be very close to that person because they only understand your pain, right? Yeah, that's very interesting. I bet you've gone through that in the Army, but you're saying, in just 2-3, you have to learn to trust someone in 2-3 months. But in certain contexts, trust can come very quickly. In intense moments, like you can go through when you're, sleeping in a tent, and traveling, like while traveling, I've made connections with people that in normal context would have taken me a year to build, but in just a week of intense connection while traveling, you just become best friends, or you just trust that person because you get to know them in that particular context. So 100%. Well, yeah, let's get back to your encounter with Peter and your first interest in real estate. Yeah. You wanting to be the investor and not one of the suppliers of Correct. the investor. Mm-hmm. And Peter teaching you that capital's not something you should worry about. You should worry about the asset first, right? And then there's always ways around capital. And that I find very interesting. And I think that's behind like your very big success in real estate is the way you play capital. And so he was telling you there's always ways if the vendor believes in you, correct, and believes in what you're doing, to circumvent the capital problem. So yeah, that's where we were. That's right. So Peter, I asked him, I said, hey, like, I honestly, I admire how, your business runs, how you just, very hands-on, Peter. You can show Peter any construction job and he'll say, no, it's not the right price. I can do it for cheaper, or I can have someone do it and I can guide him. Peter goes similar to aviation. You cannot own an aviation company and run it the most efficiently possible if you don't have knowledge of flying, right? So then I'm like, you're right. And he goes, if you don't help the guys while they're doing construction, sometimes it's going to be hard for you to understand structure. Mm-hmm. How is a building structured? What is structural engineering? He goes, bottom line is, and this is something that I found very fascinating, he said, any degree or any career, it starts with books, someone teaching it, you passing an exam, and then an institution certifies you as someone good who passed. Enough. Right. He goes, if we're really going to the bare bones of that institution, what are they really giving you? Are they fusing any information in your brain, guaranteeing that you won't make mistakes? No, absolutely not. You just passed a written exam to be a dentist,
right? You've done some physical exams to show someone that you can, do a root canal and all that. But what if you forget, an important step? What if you forget the anesthetics or what? It could happen. It's human error. So Peter's like, never sell yourself short because someone has a professional title, ever. Because end of the day, you're the one paying the bill. You're the one paying your accountants, right? Your CPA. You're the one paying your lawyer. You're the one that's the actual client. And Peter said, you need to be able to say, OK, je comprends qu'est-ce que tu fais comme tâche. Je suis pas quelqu'un qui est spécialiste comme toi, but the basics I'm well aware. So that's why I always like to learn and ask questions and be involved. Like, let's say, example, there's a legal proceeding. I don't want a lawyer that just does it for me. I want a lawyer that explains to me what is happening, what is his strategy. If he's going to say, je pense pas que tu vas comprendre, c'est quand même très, très spécifique à cet genre de cas, for me, that's a bit of a turnoff. Because if I'm paying somebody, I need you to explain what you're doing. And if you cannot explain, that means there's already something that you don't understand, that you're taking a risk on, and you're hoping it works, which is not always ideal. Mm-hmm. Même chose dans la construction. If someone's like, oh, mais on a besoin d'ouvrir ce parti-là, and you're like, est-ce que tu vas couper le bois? Non, ben, je sais pas. C'est un risque. Parce que là, il peut pas t'expliquer c'est quoi les procédures. Like, what are you doing physically? That means you're not sure yourself. You're not the right guy. Mm-hmm. Right? A property is a very complex asset. Yeah. Like there's lots of moving parts. It's it requires architectural knowledge, engineering, lots of stuff. Yeah. How did you get to learn how the pudding is made? A lot of times, I would say mistakes that happen. For example, a property that I purchased, it had a huge leak in the roof. I purchased it 2 years go by. The leak started happening. Tenants started complaining. I sent a roof repairman. Ils ont réparé, ils ont fait un patch. But the problem was the roof was completely finished. Now, the ethics of people. Sometimes people don't do ethical things. Like the company I've used, they should have told me, hey, paye-nous pas, mais t'as besoin de refaire. They just said, okay, le job est fini, it's done, c'est complété. The tenant ended up getting mold, right? La moisissure. And people are so scared of mold in real estate. You hear the word mold in real estate, c'est comme la cancer. Oh, il y a du moisissure, il y a des champignons. On s'entend, c'est des choses naturelles. On mange des champignons dans nos soupes quand on sort. La moisissure, c'est une forme de plante. So you have to understand what is, mold and how the different kinds of mold can affect your business. And I took out a book from the library. Imagine, je me suis rentré dans la bibliothèque à Ville-Mont-Royal. Ça fait quoi? 17 ans, je suis jamais rentré dans une bibliothèque. J'ai sorti un livre pour comprendre les moisissures, les différents types, comment les identifier. Il y a un livre pour ça. Pour des enfants, en plus, j'ai pris celle pour les enfants. Parce que c'est celle qui explique le mieux, claire et très concise avec des photos, beaucoup de photos pour expliquer aux enfants c'est quoi les différents types. Avec ça, j'étais capable d'identifier les types quand je le voyais. Même aujourd'hui, je suis capable de voir et dire non, ça, tu peux mettre l'eau de Javel puis ça part. Et je suis capable de aussi dire est-ce que c'est quelque chose qui va affecter au niveau qu'on a besoin de complètement défaire le mur puis changer le bois ou on a besoin de juste changer le drywall et continuer la vie. Première étape, c'est voir pourquoi ça se cause. Est-ce que c'est manque de chauffage? Est-ce qu'il y a un leak? Est-ce qu'il y a quelque chose qui traîne, qui cause la moisissure de revenir? Est-ce que c'est la condensation? Ici au Canada, la condensation, c'est une des pires choses qui affecte notre business. Les locataires, ils ne mettent pas acheter de chauffage si c'est à eux de payer. Et ça cause un problème parce que avec le froid dehors et le manque de chauffage, ça va causer beaucoup de condensation. Et la condensation, ça cause la moisissure. C'est pas nous, c'est pas toi ou moi quand on donne la propriété, ça cause pas des moisissures. Mais c'est quand même quelque chose qui arrive
et les gens, ils paniquent, ils dépensent beaucoup d'argent, des quelques mille dollars pour aller changer ça. Puis la solution est très simple. C'est étudier un peu sur les différents types de moisissures et comment les traiter. Il y a des livres pour ça. Et I think this is one of the things that kind of really helped me, in my first real estate transaction. The previous owner who sold it to me was aware. So obviously, a vice caché. I didn't pursue anything legal. I just accepted it how it is. And I just completely redid the roof. J'ai changé tous les murs, le drywall. Il y avait du bois qui était effectivement remplacé. Donc, j'ai besoin de refaire la structure. Et la personne que j'ai engagée, je lui ai dit, est-ce que c'est possible que je t'aide? Comme ça, je vais apprendre. Il dit, bien sûr, c'est labor gratuit. Je ne dirais pas non. Et j'étais capable de voir comme si tu aidais un chirurgien quand il va faire une chirurgie, tu vas commencer à voir les étapes. C'est rien compliqué. On est tous des humains. Si on est capable d'aller dans une autre planète avec un vaisseau spatial, on va être capable de changer des murs et comprendre pourquoi ou comment faire des changements de structure. Fait que quand il y a des walkthroughs avec des inspecteurs pour une acquisition, tu les fais toujours avec eux, 100%. Et même les rapports, si le rapport dit quelque chose tellement négatif, il y a des moments où j'ai acheté des blocs, même quand le rapport est indiqué que, oh my God, il y a un problème avec le beam, il y a un problème de moisissure, des bois à faire. Tout ce que j'ai fait, j'ai rentré, j'ai percé des trous avec la permission du propriétaire actuel et j'ai visuellement vu, est-ce que c'est vraiment un tuyau? OK. J'ai réalisé le leak vient d'où. Mais ça, c'est quelque chose que te met en haut de la marché, les autres acheteurs. C'est comprendre la raison pour le problème. Comme exemple, tu es un revendeur de voitures usagées. Si tu vas chez ADESA, tu fais ton bid, tu gagnes la voiture, là, il y a un check engine. Mais check engine, pourquoi? Les autres vont voir peur. Oh non, il y a un gros problème. Mais si tu sais que c'est vraiment le timing belt ou le timing chain, c'est pas tellement difficile à changer, peut-être quelques heures. Tu es capable. C'est un competitive advantage. Oui. Parce que c'est des problèmes que tu sais régler. Exactement. Et tu vas pas paniquer. Comme des fuites, ça arrive où on trouve pas la fuite. Récemment, il y avait un locataire qui m'appelait, qui disait le soir, il y a beaucoup de l'eau qui sort du robinet. Pas le robinet, le toilette, le mur du toilette. Je dis, ouais, c'est bizarre. Je me suis présenté, j'ai regardé, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien. Après, j'ai réalisé vers quelle heure que ça arrive. Il a dit, c'est différent. Là, j'ai réalisé que c'est vraiment le tuyau de la laveuse qui était pas bien faite, qui est faite par les locataires qui ont fait leur propre installation. Et ça a causé beaucoup de dommages en bas. Donc, de comprendre avant d'appeler un professionnel qui charge 200$ à l'heure, j'ai fait ça à zéro. Tout ce que j'ai fait, j'ai écrit un courriel avec AI pour envoyer au locataire et dire « tu es responsable pour tes installations puis les dommages que ça se fait ». Revenons au point que tu disais que je trouvais super intéressant sur « sell yourself to the vendors ». Puis, je pense que c'est un concept qui peut servir à tellement d'aspects en entrepreneuriat. Puis c'est là que c'est le fun d'être entrepreneur parce que tu peux négocier n'importe quoi. Tant que tu as la confiance des parties, il y a tout le temps des situations win-win que tu vas être capable de créer, mais ça demande de la confiance, puis il faut être capable d'aller la chercher. Puis ça fait partie des leçons que tu as eues dans l'armée et tout. Donc, raconte-nous un peu comment tu as fait tes premières acquisitions avec ou sans capital, ou comment tu as structuré ça. Les premières acquisitions que j'ai faites, c'était avec du capital. Parce que malheureusement, je n'avais pas assez de connaissances dans le domaine de faire ça sans capital. Donc, comment ça passe? Les premières 2 blocs que j'ai achetés, il y avait beaucoup de rénovations à faire. Moi, je l'ai faites. Et là, ça m'a permis d'apprendre, comme je t'expliquais. How does structure work? How does, leaks work? How does mold work? How does the drain work? Avant ça, je ne savais même pas on avait une affaire en cire en dessous de la toilette. J'ai jamais changé une toilette. C'était ma première fois, puis j'ai appris, OK, il y a genre une affaire en cire en dessous de la borde de toilette.
Il n'y a que 3 ou 4 compagnies dans le monde qui font cette genre de cire. Puis ça m'a vraiment passionné de dire, OK, c'est quelque chose que je peux faire et pas mettre beaucoup de temps. Puis ça me rentabilise comme si j'avais un salaire temps plein, par bloc. That kind of really resonated with me. And then I realized you could do this For a living. Not to the point where you can literally have 4 or 5 buildings. It's going to replace a salary. The other thing that I realized is that banks have lines of credit, right? You don't have capital. And this is something that obviously I got from one of my mentors. He says, end of the day, toutes les banques, ils vont te donner une ligne de crédit, une carte de crédit, right? Tu es approuvé pour 50 000 $ avec BMO au RBC. Là, la RBC, il va t'envoyer la carte à la maison. Ils sont contents. Ils te chargent 19 % d'intérêt. Tu peux les appeler et dire, regarde, tu me fais déjà confiance avec 50 000. How much would you give me if it was a line of credit? La ligne de crédit, c'est plus pratique pour des gens comme moi et toi, en affaires et des entrepreneurs, qu'un carte de crédit. Parce qu'on s'entend, chez la notaire, tu ne peux pas glisser ta carte de crédit à 50 000. Donc ça, c'est un conseil qu'un des mentors m'a donné. Il a dit, make sure you're able to have a good relationship with all the banks. And even if you make mistakes and whatnot, rectify them. Whatever you owe, pay it off. Your credit score have to be the best. It's something that I took personal, and I said, okay, you're absolutely right. So I made sure that whatever debts or anything that I had owing, I pay it on time, even if it's the bare minimum. Depuis que je suis jeune, I pay it. I never not done a payment. And by doing so, you have multiple lines of credits, and you can use that anytime you find yourself a deal, let's say in real estate. So you leverage yourself. Now, leveraging yourself, ça vient avec des risques. Parce que là, tu achètes un bâtisse, tu as besoin, disons exemple, 100 000 $ de dépôt. Tu as seulement 30. Là, tu as une ligne de crédit avec, disons, 5 banques au Canada. Tu as au moins 20 000 dans chaque banque. Tu sors tous ces lignes de crédit, tu es rendu à ton 100 000, closing cost, tout est là, parfait, and you buy the property. Now, the property has to be cash flow positive pour que tu repayes ces dettes-là. Au moins le minimum. Peut-être la première année, ça va être juste l'intérêt que tu vas être capable de repayer pour toutes ces lignes de crédit. Mais tu as besoin que ça soit fait. Et aussi, un plan B, cas où les locataires... Puis il y a des problèmes, vacances, etc. Donc ça, c'est très bon quand tu fais dans Excel. Donc, tu mets tous les loyers, potential option 1, non, issue 1, issue 2. Qu'est-ce que je fais? C'est que je mets le prix, je mets les dettes que j'ai pour avoir ce projet, puis potential issue. Donc, disons qu'il manque 2 locataires ou 3 locataires. What is the cost that I need to go and get? What is the money that I need to be able to go and earn to circumvent these issues? And from there, I realized, you know what? You could leverage everything. you could literally take money, leverage it, and then re-leverage it again. Par exemple, tu prends une ligne de crédit avec, disons, des banques. Tu prends cet argent-là, tu déposes dans une banque privée qui fait des prêts privés. Ils vont être capables de dire, OK, ben, sur qu'est-ce que tu m'as ramené, je vais te donner X montant. Là, si tu amènes un projet qui est rentable, and you get the owner involved, say, Monsieur Brunet, you want to sell your property, you're making X amount. Why don't I make sure that you have for the next 5 years the same amount you're currently making in terms of profit? Au même temps, I purchase it, I take it over, and you have an exit strategy at the price that you want, right? And this is something that I find really helped me. So by doing so, like example, you tell the owner, hey, listen, how much are you making per month? Obviously, the guy's going to say, je suis pas confortable à parler avec toi, on te connaît pas. Tu dis, OK, parfait. Est-ce que vous voulez visiter un de mes blocs? Ben non, pas vraiment. Tu dis, pourquoi? Je veux vous offrir un café, peut-être vous connaître. C'était pas juste pour acheter votre bloc. Aussi, vous êtes tellement une
personne que je trouve qui a beaucoup de succès dans le business des meubles, est-ce qu'il y a une possibilité de vous me donner des conseils? People will always melt when you compliment them and put them on a pedestal, right? You don't want to tell them you have 3,000, doors. He's gonna get frustrated. He's gonna get a little bit shocked, and at the same time, he's gonna feel you're kind of like trying to play messing with him. You're messing with him. Like, what do you mean? So you don't give any information. That's one of the reasons. Play dumb. I try to minimize everything when it comes to social media, when it comes to, like day-to-day, like other than Instagram, my little travels that I do, little, gâteries of going out and enjoying the pure pleasures of life, eating. I don't post much. And same thing with any acquisitions I do, Mike. I don't incorporate in a way where like I show what I have or what I'm purchasing. No, you don't put a brand. No, I don't put a brand because I find it helps me with kind of getting to meet people, right? And at the same time, it kind of helps me to kind of like feel out somebody prior to giving them an offer. Because if they feel me out, then the price will change, right? If they know this guy could afford 20% than market price, they're not going to move because he knows I'm able to pay it. But if he doesn't know how deep your pockets are or how, what your budgets or what are your weaknesses, then you can go ahead and offer him anything and sell him a story and try to close the deal. Because in the Army, we always say on a need-to-know basis. Qu'est-ce que ça veut dire, need-to-know basis? Does your seller that you're currently buying, let's say you're buying a $7 million building, right? You're calling the gentleman up. Does he need to know that you have a $50 million portfolio? No. Absolutely not. Bottom line is, are you able to pay? Yes. Are you going to go to the notary and close? Sure. How are you going to finance it? Well, that's between you and him for that building. Now, going back to what you were saying before, which was the principal conversation, how do you go and, sell yourself? By telling the owner, like I need your advice and things like that, you get to feel him out. What are his current constraints on the building you're trying to buy? What are his défis? J'ai un locataire. He's going to spill the beans. You just have to ask the right questions. And then you can say, OK, tu m'as parlé des locataires qui ne payent pas ou des problèmes avec la TAL que tu as en ce moment. Pourquoi pas vendre? Peut-être ton profit de 5 000, tu viens de dire, moi je peux calculer. Being able to do math on the fly, it's critical in business. Example, someone says the building is worth, I would only sell it if it's $7 million. What's the mortgage on $1 million? Quick math. A mortgage on $1 million is $4,000, give or take, on a 4% interest. So 4 times 7 will give you your mortgage on that. How many units? It's got about 18. 18 units, $2,000 a month, 18 times 2. Will it, before you ever, because what people like is someone who doesn't waste their time. If the price doesn't make sense with what the rent roll is at the best case scenario, example, 10 units, $2,000, $20,000 a month. If he's asking for $15 million, the conversation is not going to go anywhere. Mortgage on $15 million is not going to be able to, even if you rent it at $3,000, which was like extremely high, it's not going to be able to be serviced. So when I meet with these people, as they're talking, I'm able to do math on the fly and kind of understand them. And I ask them, hey, how come your rent's so low? Ça fait longtemps, ils sont là. Je peux pas vraiment. OK. Donc, il n'y a vraiment pas l'expérience avec des turnover. C'est une stratégie pour moi. Parfait. So now I know how much you're making. And I'm saying, how long have you had it? Ça fait 20 ans. Ça veut dire 25 ans, 20 ans. Il a déjà fait 20 ans, il reste 5 ans. OK, bon. T'as pas un mortgage, disons. Hypothèque, ouais. Donc, tu fais ça par année divisé par toi et ta femme. Non, j'ai 4 enfants. OK. OK, tu fais à peu près 7-8 000 vraiment après avoir fait tous ces costs. Why don't you take back 7 million, reinvest it in the stock market? You kind of bring up these things. What do you think about the stock market? Je connais pas beaucoup de ça. Did you know, if you were to invest $7 million in the stock market, you can get this? Oh, really? For sure. Go see your banker. Don't offer him your services. Let him figure it out. And then set up a follow-up meeting. Say, how about next week or in 2 weeks, we catch up after you talk to your banker?
So the banker's going to tell him, effectivement, qu'est-ce que j'ai dit? Effectivement, j'ai raison. He's going to come back, and now you just build that much more confidence. The other part about buying properties is to establish trust with the owner. So the owner doesn't trust you, he doesn't know you. Tu veux acheter quelque chose qui l'appartient, qui appartient à sa famille, c'est son identité propriétaire. Il y en a plein. Mm-hmm. Ils sont retraités. Ah, je sais pas, je suis pas intéressé à vendre. Ça me donne quelque chose à faire. Je veux pas vendre quelque chose à faire à toi, puis j'ai rien à faire après. Then you create... Yeah, we get that a lot. Yeah. So how do you go about fixing that? So what I do is I tell them, why don't you stay on board? Why don't you get paid to be my on-site manager for the property? How can I be your successor? How can I be, be part of your succession? Or what is your plan for, mais j'ai un fils, il veut la reprendre. How about this? Why don't you let your son try it for a year? If it doesn't work, at least you'll see it when you're alive, because ça peut fonctionner. Because the worst is you pass away and your son loses everything. Mm-hmm. So why don't we try it? And I'll help him. I'll mentor him. So then you're already building confidence. Là, il dit, OK, peut-être pas cette bloc-là, mais j'ai un autre bloc que j'aime vraiment pas, puis j'ai beaucoup de problèmes, je vais le vendre celle-là. Mm-hmm. See? It's really sales. It's sales. It's never taking no for an answer. And that kind of goes back to something that I learned from a leader when I was working at Tesla. She would never take a no for an answer, ever. You tell her this is not possible, this project is not possible, this timeline is not adequate. She's going to do everything to make sure to prove you wrong. She's going to ask help from everywhere she can just to get the project done at that time frame. When she does it, she proved her point. So what happens next? You trust her. You have an intuition to say, if anyone can do it, this manager can. And that's the same kind of intuition you have to do when you have real estate. Is a lot of times, tes employés vont dire, ah ben, pour refaire le sous-sol, c'est à peu près 6 mois. Tu dis, OK, pas de problème. Si je le fais dans moins de temps, on fait un bet? OK. And you show him that you're able to do it. You hire everyone separately. You hire a guy just for wall. You hire a guy for wood. And you're there as a project manager on site. And then you prove your staff wrong. And then what happens? They'll never question you again. Mm-hmm. Set the bar, like the army. It's not possible. You take it and you have the best shot, the perfect 20 on 20. Everyone sets the bar to say, okay, this guy, he knows what he's talking about. Yeah. So you've done that with vendors before? I've done that. Yeah. That's something that I'm actually doing even now, where I try to feel out what is their objective. Mm-hmm. And then I set myself a timeline to say, why would you not want to sell? Mm-hmm. Or why do you want to sell? Pros and cons. And the mechanic behind it is just vendors financing, right? That's how you're paying them. Correct. So instead of paying interest to the bank, you'll be paying interest to the vendor. Exactly. And that's how he's going to be able to, that's how you're going to cover his revenue. Mm-hmm. But now, match what he was making. Exactly. But now you're going to turn around and say, I could do it. You could do it. Anyone can do it, right? Mm-hmm. Yes. But you got to make it easy. What does that mean? That means that when you're offering something, if it's complicated, like, like we need to go to a notary and then I got to write you a check every month, you got to make it in a way where it's so flawless that it's impossible for him to say no. That means, what is he trying not to do is pay taxes, right? Mm-hmm. So connect him with your fiscaliste, connect him with your CPA or your lawyer to say, okay, je vais avoir un professionnel qui va t'appeler, qui va regarder ta solution ou ta bâtisse, il va te donner la meilleure façon de faire. Exemple, ouvrir une entreprise, je paie l'intérêt à ton entreprise, puis ton entreprise te donne du dividende. Mm-hmm. Déjà, he might not have a good lawyer. Don't assume, right? And if you're able to offer him if you're able to offer him these services that cost money, but you have them already because you do wholesale, right? Tu utilises toujours. For him to go and find himself a fiscalist or a lawyer or an accountant, it's gonna be hard. It's gonna charge extra, and then again, there's added value for you to offer it from another potential buyer
that's coming and giving him offers, you're more structured. You have a plan, you're transparent, and you're giving him start to finish what is the timeline. 5 years, he's out. 3 years, he's out. 10 years, he's out. Whatever it is. You have to do your math and see if it makes sense for you as well. Because obviously, if you're paying interest for 10 years, à un moment donné, you know, it might not be worth it. But depending on the size of the block, of course. Yeah. So that's how you managed to voraciously buy real estate for the last 15 years. Correct. Would you what's the proportion of deals you've done this way, you'd say? I would say it's not high. I would say it's still like 30% would be successfully completed from start to finish. But I've tried, I would say 80% to start the conversation that way. Because why would you put your capital if you don't need to? Right? Money's like water. It's always good to have, and it's always good to have in case of an emergency. So I try not to put in terms of capital to make sure that I can use the capital in case I need to, circumvent an emergency or take care of a situation that happens. So that's, I find, one of the lessons that I learned in real estate is never, ever take your cash for granted. Never take a tenant for granted. Never take a rent for granted, a price point for granted. Exemple, tu achètes un bloc, t'es chanceux, le market va bien, tu loues à un locataire pour 4 000 $. Il n'y a aucun contrôle que tu as dans les prochains 10 ans que l'aspect politique, notre valeur de marché ou même l'économie va pas te mettre dans une situation où tu vas relouer cette bloc à genre 1 700 $. Parce que personne ne peut payer 4 000. On a eu des moments où les Airbnb, les gens qui faisaient du arbitrage, ils ont fait tellement du cash parce que l'économie roulait bien. Beaucoup de gens qui voyageaient et tout ça. Mais maintenant, on est rendu dans une situation, c'était dur de trouver, find tenants qui payaient les gros montants. Did you have tenants doing arbitrage in your properties before? I've caught a few. I don't mind. Moi, j'adore les entrepreneurs. J'essaie d'aider du monde le plus que je peux, mais sans risque. Exemple, s'il y a un problème avec les assurances, c'est un gros risque parce que lui qui a 2 appartements à son nom, qui fait du arbitrage, s'il y a un feu, mais je ne serai pas couvert. Ou il ne sera pas couvert. Mais and he won't moi be able avec, to pay for it. Parce que moi, je savais qu'il faisait du arbitrage parce qu'il était pas mal clair dans son bail. Parce que dans le bail, ça a besoin de quand même écrire que toi, tu le donnes l'autorisation pour avoir la licence. Parce qu'on s'entend au Québec en ce moment, tu as besoin de la licence pour faire du Airbnb. Et tu as besoin d'écrire sur la bail pour qu'il s'en va chercher la licence pour le faire. Donc, it's a very gray situation. But I really like the concept of having people believe in you. That's really what drives entrepreneurship in my mind, because you need to have your employees. If you have a team, you need to have your team believe in your goal and believe in leur appartenance dans l'entreprise. Il faut que tes créanciers croient en toi, tes investisseurs, tes clients, tout le monde doit croire. Donc, tu es constamment en train de vendre ton histoire. Puis, c'est intéressant de voir comment tu as réussi à bâtir un portefeuille 30% plus gros grâce à simplement avoir des conversations du genre avec les propriétaires. Il faut être capable d'avoir ce genre de conversations-là avec des locataires aussi, puis avec tes suppliers, puis avec tout le monde. Puis tu peux faire fonctionner des choses que si tu suis la façon traditionnelle, conventionnelle de le faire, ça n'aurait pas fonctionné. Puis c'est là que j'ai commencé notre conversation avec ton trait de personnalité qui est un peu désobéissant. C'est une force. Tu avais un point qui était intéressant, c'était « embrace conflict ». Puis qu'est-ce que tu veux dire par ça? Embrace conflict, ça veut dire si jamais tu sais qu'il y a des gens qui t'aiment pas, OK? Tu sais parce qu'ils n'aiment pas la façon dont tu fais business ou ils n'aiment pas parce qu'il y a eu des mauvaises expériences avec toi. Tu ne veux jamais les éviter. D'aller essayer de en parler pour voir comment tu peux régler le scénario. Ça pourrait être avec des locataires aussi. Il y a des locataires qui ne t'aiment pas. Parce que tu as acheté la bloc, là, ils savent que tout va augmenter, leur vie va changer,
personne n'aime le change. Ils ont peur de change. Moi, j'aime être quelqu'un qui est vraiment genre, je vais aller pousser pour voir, pour qu'ils m'expriment les raisons qu'ils ont pour qu'ils ne m'aiment pas. Pour quelles raisons? Ça pourrait être quelque chose, ils ont dit, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu ça. Des négatifs commentaires. La raison que j'aime ça, c'est de dire, OK, tu as entendu ça, mais je l'ai corrigé pour X, Y, et voici les preuves que j'ai corrigé ça. Ah, OK. Ou tu donnes des exemples. Qu'est-ce que tu veux faire à leur bâtisse pour que ça soit mieux? Tu dis, en ce moment, vous avez la porte en avant qui ne marche pas, donc pas de sécurité, pas de caméra. Les lumières, ils sont halogen, c'est pas très, très brillant. Il y a un drôle d'odeur, il n'est pas propre. Je vais aller corriger tout ça, mais c'est pas gratuit. T'sais. Est-ce que vous aimez habiter dans ces circonstances? Ils vont dire non. Après ça, tu dis, OK, mais pour vous, c'est quoi la valeur? Et, c'est pas quelque chose que tu devrais augmenter X montant. Après, tu donnes la tâche. Tu dis, est-ce que vous voulez faire cette tâche-là pour 50$? Comme vous dites. Non. Aussi, il dit oui, parfait. Tu dis, OK, là, je vais donner 50$ pour faire tout ça que tu me dis et je ne touche pas votre loyer. Déjà, tu sauves quelques centaines de piastres par semaine ou par mois en donnant ça à un professionnel ou quelqu'un qui va le faire. Puis après, tu peux donner du feedback à cette personne-là. Ça, c'est pas bien fait. Tu peux toujours stretcher. Ouais. Jusqu'à un point, ils sont comme, OK, ben, je vais juste payer plus. Là. C'est trop de job. Parfait. Là, tu dis, c'est ça la facture. C'est ça ben, la facture est 1000$. Tu as besoin au moins quelque chose qui paye ce genre de facture par mois. Je trouve ça, c'est quelque chose qui est pas toujours possible avec des grosses entreprises qui ont des immeubles pour aller avoir cette connexion one-on-one. Mais c'est quelque chose que j'ai appris à Tesla. Donc, chez Tesla, n'importe quand il y a un problème, c'était genre micro-level. Like, Tesla, it's one of the companies that is managed really with the bare minimum. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu travailles chez Tesla, tu dois tout faire. Tu dois être capable de tout faire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était quoi ton rôle chez Tesla? J'ai géré l'équipe mobile. Ça veut dire les gars qui faisaient les réparations sur la route. Puis j'ai commencé cette équipe en 2017, fin 2017, 2018. Puis il n'y avait pas des modèles S. Il n'y avait pas des modèles 3 dans cette époque-là. Il y avait juste des S. Puis c'est quelque chose qui est nouveau. Des techniciens qui se pointent chez vous pour réparer des problèmes électroniques, logiciels, qui remplacent des ordinateurs. C'est out of the box. Puis qu'est-ce que j'ai réalisé en travaillant là-bas, c'est que dans cette époque-là, on faisait tout. Ça veut dire qu'il n'y avait pas un département de finance qui gérait des factures pour notre équipe. T'sais. Il y a des factures, ben paye-le. Après ça, tu dois expliquer pourquoi tu l'as payé. C'était quoi le mission critical reason de dépenser cet argent-là. Puis ton gestionnaire va l'approuver et le gestionnaire en haut de ce gestionnaire-là. Puis on n'avait aucunement des départements qui faisaient juste cette tâche-là. Exemple, tu es un ingénieur chez Tesla. Ton A, c'est faire ta job et faire d'autres choses aussi. Cas où on a besoin de toi. Ça veut dire que tu ne peux pas dire, ben moi, je ne t'ai pas engagé pour faire ce rôle-là. C'est pas la culture. Et dans l'aspect d'immeuble, imagine, tu as quelqu'un qui travaille pour toi, qui fait des charpenteries, menuisiers, qui dit, mais plumbing, je sais comment le faire, mais je ne veux pas le faire, c'est pas dans mon description. Mais il sait comment le faire, c'est un leak. Je change le tuyau et c'est tout, ça termine là. Mais il ne va pas le faire parce qu'il pense qu'un gars qui fait du plomberie est payé beaucoup plus, mais lui, son salaire ne matche pas. Therefore, il ne va pas le faire. Mais la culture dans cette entreprise-là, c'est slim. Ça veut dire, tu fais la job, une équipe de 5 va faire un job d'une équipe de 50. Tu es bien rémunéré quand même, mais il engage des gens avec le like mindset qui ne prend jamais no comme une réponse. Never take no as an answer. And that's one of the managers that also
kind of shaped me and my mindset. Mais tu vois, ça, c'est un élément de chez Tesla. Puis j'ai beaucoup étudié la compagnie. Puis je trouve ça super intéressant qu'est-ce qu'Elon Musk fait par rapport à comment il organise ses business autour de l'efficacité. Je pense que c'est quelque chose que tous les autres entrepreneurs, les autres entreprises, les autres fabricants automobiles même vont envier à Tesla d'être capables de faire plus avec moins. Ouais. Mais ils sont pas capables. Non. Je suis sûr qu'ils voudraient ça, mais ils sont pas capables. Qu'est-ce qui fait que ça marche chez Tesla? Ça marche chez Tesla pour c'est la même manière pourquoi ça marche avec moi, pour certains projets que je prends. Exemple, je fais jamais affaire avec les gens juste parce qu'ils sont disponibles. S'ils n'ont pas les like mindset comme moi, je ne fais pas affaire avec eux, même si c'est rentable. Exemple, Tesla, il n'y a pas de concessionnaire. Ce sont tous des magasins corporatifs et c'est Elon Musk qui gère pas mal la marque et tout ce qui se passe dedans. Les décisions, il est vraiment micromanage là, à niveau où il sache n'importe quoi qui arrive, n'importe quoi, il y a une dépense ou quelque chose qui n'est pas correct, il est au courant des situations. Ça veut dire il y a des gens dans son équipe qui les gardent informés. Ça pourrait être quelque chose inutile, mais il veut être quand même au courant de la situation. Et ça, c'est quelque chose, quand tu as un partenaire ou des concessionnaires, c'est l'inverse. Tu dois le faire plaire pour vendre tes produits. Ton rôle, ce n'est pas le produit, c'est d'assurer les gens qui sont franchisés avec toi sont heureux puis ils vont vendre tes produits. C'est un grand risque. Parce que cette personne, tu ne peux pas les remplacer. Ils ont la marque, ils ont la bâtisse, ils ont tout. Il peut carrément changer qu'est-ce qu'il veut, puis tu ne peux pas faire des virages d'ici le lendemain. Mais Tesla, oui. Il envoie un courriel et ça fonctionne un peu comme l'armée. Un courriel et tous les bateaux qui sont dans l'eau, ils prennent un virage à 90 degrés. Ça veut dire, d'ici demain, le prix de modèle Y change. Ben, ça change demain. Là. Mais dans des concessionnaires, non, mais nous, on n'a pas reçu le courriel, donc on est obligé de respecter. Et côté garantie aussi, Tesla, la façon dont ça fonctionne, c'est Tesla prend la décision. C'est pas comme si un concessionnaire essaie de battre contre la marque pour donner quelque chose au client. C'est centralisé. Là. C'est centralisé. Un autre exemple serait Starbucks. Là. Starbucks, exactement. Ils sont centralisés. Ils sont corporate. Ça paraît dans la qualité, les standards qu'ils sont capables de maintenir. Puis... Et garantir aussi, si jamais il y a un problème. McDonald's est capable pourtant de garder des standards vraiment élevés malgré leur système de franchise, mais c'est sûr ça doit amener un niveau de complexité vraiment supérieur à si c'est toi qui es propriétaire de tout. Oui, mais il engage des gens qui ont la mentalité entrepreneuriale. Ça veut dire, si tu travailles chez Tesla parce que toi, tu veux réussir dans la marque et tu veux la marque réussir parce que tu sais, sans la marque soit rentable, tu vas pas garder ta job. Le turnover chez Tesla, c'est très dur de rester chez Tesla pendant des années. Une des raisons pourquoi, parce que tu as besoin d'être rentable comme employé. Ça veut dire, si tu es quelqu'un qui dit non ou qui ne veut pas aider les autres équipes juste parce que ce n'est pas dans ton description, comme j'ai expliqué, tu es ingénieur ou tu es gestionnaire pour une équipe et les autres équipes de vente ou service ou livraison ont besoin de ton aide, si tu ne consacres pas un peu de temps pour eux, Tesla ne va pas te garder parce que tu es un peu un one-show pony. Puis personne chez Tesla, c'est un one-show pony. Tout le monde est capable de faire plusieurs rôles. Ça pourrait être, par exemple, légal. Quand je me suis engagé chez Tesla, on avait plein de problèmes qui venaient. Puis on n'avait pas une équipe légale consacrée dans ce temps-là. Puis c'est moi qui ferais le triage. Je parlais avec des avocats. J'ai fait beaucoup des amis en faisant ça parce qu'on s'entend. J'avais déjà l'aspect de pourquoi battre avec quelqu'un quand on peut résoudre le problème en comprenant puis faire un compromis les deux bords. Right? Donc, j'ai parlé avec plein d'avocats, puis aujourd'hui, ils sont mes amis, puis je les aide avec n'importe quoi, puis ils m'aident avec mes choses de business, des problèmes que j'ai, disons, avec la ville ou des mises en demeure par des locataires, ou n'importe quoi, vraiment.
Puis si j'étais vraiment quelqu'un qui prenait ça à cœur puis dit non, mais moi, je suis l'équipe Tesla puis je veux que ça soit fait de cette manière-là, j'aurais pas eu ces connexions-là, tu sais. Donc, j'ai compris que je vais leverage la relation que je vais bâtir par trouvant une solution tellement genre amicale qu'ils vont dire ah ben je vais garder ami avec Prenon. Même après il est parti de chez Tesla ou whatever, je veux qu'on ait une relation. Donc je trouve ça j'ai appris puis j'ai réalisé chez Tesla c'est quelque chose que Tesla fait toujours comme la situation d'Elon Musk. Il a banni M. Trump de Twitter dans une époque puis aujourd'hui ils sont des confrères, tu sais. Donc, c'est un très, très bon exemple de comment être un bon businessman. C'est jamais brûler un pont et laisser toujours une porte ouverte que tu es capable d'aller rouvrir une porte, même si tu as fait une erreur ou tu as eu une grosse malattente avec la personne, tu as assez de compétences pour aller régler ces choses-là. Tu sais. Ouais. Nice. Puis là, on a couvert vraiment beaucoup de sujets super intéressants. T'sais, on vient de terminer avec l'importance de lean in dans les conflits pour trouver des solutions qui peuvent être win-win plutôt qu'une impasse. Comment c'est important de toujours être en mode vente, puis dans le but de bâtir une relation qui est plus basée sur la confiance. Toute ton expérience dans l'immobilier, l'armée, c'est super fascinant, puis t'as un parcours qui est très large. On n'a même pas parlé de ta carrière de trader d'huile, puis de ressources naturelles en Afrique. Ça, tu m'as conté plusieurs histoires vraiment tripantes là-dessus. Ce sera peut-être pour un autre épisode. J'espère que tu serais ouvert à revenir sur le show. Absolument. Parce que je pense qu'on a encore beaucoup de choses à discuter. Mais y a-t-il encore un dernier point que tu aurais vraiment voulu partager avant qu'on wrap up l'épisode? Oui, certainement. Je voulais en parler. Puis, moi, je voulais expliquer un peu pour les jeunes qui vont finir secondaire bientôt ou qui vont finir leur cégep, qui vont finir leur université. Qu'est-ce que tu pourrais faire avec l'économie où est-ce qu'elle est rendue aujourd'hui? Tu sais? Je trouve que maintenant, avec beaucoup de compagnies qui cherchent des successions, des baby boomers qui viennent prendre leur âge, c'est sûr que ça pourrait être intéressant pour ces gens-là pour aller chercher des places où travailler qui n'est pas tellement un Big Five comme Tesla, Amazon, Facebook, Google. C'est aller chercher des petites entreprises et en même temps avoir une petite entreprise où tu es capable de racheter des parts ou être partenaire ou racheter complète. Tu peux certainement te aligner vers ce genre de goal. Et au même temps, si tu veux jamais rentrer dans comment ça s'appelle, le game des meubles, the real estate game, it's never too late. A lot of people are like, but the buildings, they went up. How do I get into it? I'm so young. I don't have that much capital. Anything is possible, you know? We've seen that in politics. We've seen that in business. You can do an 180, you know? I'm a big believer in making mistakes when you're young and, paying for them and then going and changing and doing something great with it from the lessons you've learned. For that, I would encourage people to, find yourselves friends, family members that can introduce you to their connections, because sometimes it's hard to find, mentors if you're not good at networking. So a lot of times, maybe your father, your mother, different uncles might have connections that you can elaborate and pursue further. And that I find is super essential. And even real estate agents, a lot of real estate agents know a lot of people. Anytime you meet them or you have anyone that any kind of certain type of people you want to meet, you should vocalize that. Say, hey, I want to meet someone who's a real estate developer, or I want to meet somebody who's in politics, or I want to meet somebody that's in aviation. If you don't voice it, then we don't know, right? And by voicing it, at least the first step is telling yourself, like, this is the goal I want to take.
And don't be afraid to change career paths. Like, as you've seen, I've changed career paths quite a bit. And don't be afraid to be lost. And, be hungry and understand that end of the day, you're here for a short time, but make sure it's a fun time. Yeah, have fun doing it. Absolutely. C'est des bons conseils, ça. Puis c'est super intéressant ce que tu dis par rapport au reprenariat, je trouve, parce qu'effectivement, il doit y avoir des... Tu sais, il y a beaucoup de monde qui tripe sur l'univers de l'entrepreneuriat, qui aimerait ça partir leur propre business et qui vont avoir tendance à peut-être look down sur aller prendre une job à quelque part. Mais il y a beaucoup de business, comme tu dis, qui n'ont pas de relève, qui n'ont pas de bench en ce moment et qui offriraient des jobs à ce monde-là, mais avec une possibilité de devenir propriétaire. Exact. Puis là, c'est une superbe façon d'apprendre comment la business fonctionne, d'apprendre les rouages, comment c'est opéré pour ensuite prendre le relais puis l'amener ailleurs. Exactement. C'est une superbe opportunité. Puis effectivement, il semble y avoir beaucoup de ces situations-là au Québec en ce moment. Donc, très bon conseil. J'ai une dernière question pour toi, Preenon, que je pose toujours à mes invités à la fin. C'est si tu pouvais écrire quelque chose sur un billboard que toute la planète verrait. Donc, c'est un peu une image d'un billboard qui serait sur une autoroute où tout le monde passe. Sur la planète en entier. Quel serait le message que tu enverrais? Ooh, that's a good one. I would write, do whatever makes you happy, because they'll forgive you or love you either way. C'est vraiment bon. Yeah. Nice. Because obviously no one can stay mad at you for a long time, so they'll forgive you. And if what you're doing is something they enjoy, they'll love you. But do it. Just I find that's a lot of times some of the blockers actually for the younger generation is they're shy or they're kind of like, oh, what is everyone going to think if I do it in this way? Just do it. Don't be afraid. Yeah. Ça prend du courage des fois pour faire ce que tu aimes. Faut muster up ce courage-là puis suivre ta passion. Sure. C'est un bon conseil. Because a lot of times people are scared to take risks. They're scared to bend the rules. I mean, end of the day is you need to believe in yourself and bend the rules to a point where you're able to, fix it in case you bend it too much. But you just got to take the risk and just do it. And if it makes you happy, absolutely, because you're going to kick yourself in the back. So I should have, could have, would have. And that's the worst. Yeah. Puis, t'es vraiment à ton meilleur seulement quand tu fais quelque chose qui t'intéresse puis qui te passionne. So, exactement. It all makes financial sense as well. Absolutely. Mais Preenon, merci beaucoup d'être venu, de t'être prêté au jeu, d'avoir enduré mes questions. Et le froid qu'il fait en ce moment dans le studio. On a une bonne vague de froid à Montréal en ce moment. Ça donne un petit timestamp sur la période de l'année. Mais je t'admire beaucoup puis je suis vraiment content que tu sois venu. Absolument. C'est un plaisir. Merci d'avoir m'invité. Cool. Y a-tu quelque chose que tu aimerais offrir ou demander à l'audience, une cause que tu aimerais supporter ou de quelque chose que tu recherches en ce moment, que tu pourrais avoir besoin? I would say if you have the opportunity to mentor young people, do it. Because the best form of success is to leave, future generations in good hands, and whatever lessons, mistakes you have made, explain how you've made it, why you've done it, and give them examples. I find we don't share our personal lives enough with younger generations. Est-ce que c'est donc quelque chose que tu es à l'aise d'offrir? Yeah, gratuit. Like I love when people want to learn and people want to, replicate. A lot of people are scared of competition. For myself, it's not about it's not a monetary thing. I'm very comfortable with a very minimalistic lifestyle,
whatever, success I have, end of the day, I want to fix the world, leave it in a better place, which I didn't even discuss on the podcast. I want to create NGOs and solve the problem of orphans, worldwide. So that's going to be my, end goal in life, is kind of like create a scenario where my NGO is going to be able to take women that are battered in different countries where they're, treated very badly, and pair them up with kids that don't have moms, right? And kind of solve that issue of orphanages in general. So you're not going to have kids without moms, kind of like something that you believe in, pick it, work towards it, and and that's pretty much all I can say. Nice, ben c'est super généreux de ta part. On va mettre tes informations que tu es prêt à partager pour que le monde reach out si jamais ils veulent du mentorat. Absolument. Nice. Ben, merci beaucoup. Alors, voici un autre épisode qui se termine. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, allez mettre un like, abonnez-vous, laissez-nous un 5 étoiles sur Spotify. Ça nous ferait super plaisir d'entendre vos commentaires. Et n'hésitez pas d'entrer en contact avec nos invités. Ça leur fait plaisir d'échanger avec vous. Donc, sur ce, je vous souhaite à la prochaine, puis un grand merci d'avoir écouté cet épisode.